Oula, alors le statodynamique, c'est un petit peu complexe parce que j'ai pas lu de choses spécialement dessus en particulier. En revanche, je pense que je peux un petit peu extrapoler vis-à-vis de toutes les lectures que j'ai eues à côté. Alors déjà, le statodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, tu fais une phase isométrique et ensuite une phase concentrique. Donc par exemple, tu fais un développé couché, bon bah tu vas remonter ton développé couché, tu vois, et tu vas l'arrêter à peu près au milieu. Tu vas rester en statique pendant, je sais pas, quelques secondes, on va dire quelque chose comme ça, et ensuite tu vas pousser de toutes tes forces. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Pour moi, ça peut être intéressant parce que tu ne vas pas utiliser en fait ce qu'on appelle le réflexe, enfin, particulièrement si tu le fais on va dire, dans une position relativement étirée, tu ne vas pas utiliser ce qu'on appelle le stretch réflexe. En gros, enfin, pas le stretch réflexe, je ne sais plus le terme, mais en gros, chaque fois que tu vas étirer ton muscle avant de le contracter à nouveau, chaque fois donc que tu vas faire ça, eh bien, si tu le fais avec une rapidité suffisante, hein, et c'est ça tout l'intérêt, si tu laisses relativement peu de temps entre les deux, tu vas bénéficier en fait d'effets qui vont potentier ta contraction. Alors ça va être par exemple le retour élastique, parce qu'on a certaines propriétés élastiques dans nos fibres musculaires et dans nos fibres tendineuses, mais ça peut être aussi d'autres choses, un petit peu des mécanismes de pré-contraction, etc. Bref, on s'en fout. Dans l'idée, tu vas bénéficier de ça. Or, eh bien, travailler avec une phase isométrique, ça va te permettre d'éviter ça et donc de bosser purement en fait ta force concentrique. Donc ça peut aider, je pense particulièrement dans les parties où on est faible sur un mouvement. Voilà. De là à dire que ça va vraiment augmenter notre force, ben, disons qu'on va avoir un recrutement des unités motrices qui va probablement être plus important parce que ben, la répétition en elle-même euh, requiert vraiment beaucoup de force. Maintenant, c'est pas, comment dire, je pense pas que ce soit mieux si tu veux t'améliorer de façon générale que simplement bosser avec des trucs de plus en plus lourds. Sauf si, comme je l'ai dit, tu es faible sur une partie, là, ça peut être intéressant. Mais voilà ce que j'en pense dans l'ensemble. Après, il faudrait que je regarde un peu plus en détail la littérature exactement dessus pour pouvoir formuler un avis plus pertinent là-dessus. Mais voilà ce que j'en sais. De la même façon qu'on devient fort dans les autres domaines, c'est-à-dire en faisant des séries courtes, d'accord, moins de, on va dire, 5-10 secondes, et en mettant de plus en plus lourd. On parle généralement de 85% de l'ARM et au-dessus. Mais moi, je ne le recommanderais pas comme ça. Je dirais quand tu peux ne faire que 5 répétitions maximales du mouvement avant l'échec musculaire. Je pense que c'est là-dessus qu'on améliore sa force. Les deux sont assez similaires. Après, je vais plutôt le mettre dans un sens différent. Moi, j'ai tendance à recommander, quand on fait une diète, de se concentrer sur des séries plus en force, parce que les séries seront plus courtes et donc moins énergivores. Oui, oui, c'est efficace. En tout cas, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas l'être. C'est une méthode éprouvée. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou quoi que ce soit, mais c'est une méthode éprouvée. Là, tu fais une confusion. Et c'est très intéressant de poser la question parce qu'on est en plein dans un débat sur les P-ratios, etc. dans le monde anglophone. Enfin, en tout cas, il y a eu un petit peu des remous de ce côté-là. Donc, je vais expliquer brièvement. Les bodybuilders ne sont pas plus musclés que les strongmen. Les strongmen, en fait, ont plus de gras, mais ont aussi plus de muscles. Ils ont en revanche un pourcentage beaucoup plus de gras que les bodybuilders. Les bodybuilders, eux, sont très musclés, mais en absolu, ils ont moins de muscles et ils ont en revanche, en relatif, beaucoup, beaucoup moins de gras. Et je sais que ça peut sembler un peu contre-intuitif comme ça, mais en fait, quand on y pense, par exemple, les personnes les plus fortes qu'on connaisse en termes de sportifs, c'est les sumos. Et les sumos, ils sont très gras, mais ils sont aussi très forts. Parce qu'en fait, passé un certain stade, on gagne proportionnellement moins de muscles et plus de gras. Mais on continue quand même à gagner beaucoup de muscles. Voilà.
Oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, la force, c'est pousser le plus lourd dans des conditions données. Et donc, si les conditions, ce sont de l'endurance, ben, tu auras de la force endurance, endurance, pardon. Si c'est de la puissance, tu auras de la force puissance, etc., etc. Non, t'as pas besoin de travailler l'hypertrophie d'abord. C'est juste qu'à un moment, si tu veux devenir le plus fort possible, il va falloir que tu en passes par l'hypertrophie, de façon générale en tout cas. Alors, je n'ai jamais lu d'études en particulier sur le magnésium, mais si tu es carencé, c'est un peu comme tous les autres nutriments, ça ne peut que t'aider. Voilà. Non, de façon générale, un deload ne fait pas perdre de force. La force, c'est une des caractéristiques physiques qu'on met le plus de temps à perdre. Donc, ne t'inquiète pas, et puis c'est une de celles qu'on met le moins de temps à regagner aussi. Ce qu'il faut comprendre sur la force, c'est que c'est spécifique à un mouvement. Donc, sans matériel, tu peux gagner en force. Tu peux gagner même de façon considérable en force, mais tout dépend sur quel mouvement. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui fait des tractions à un bras, tu dirais qu'il n'est pas fort? Pour moi, c'est quelqu'un qui est très fort sur le mouvement des tractions. Ça demande beaucoup de force physique d'arriver à être capable de faire des tractions à un bras. Peut-être que ce bonhomme-là soulève moins lourd que toi au squat. Ou même sur un mouvement de bras aussi. Hein. Je sais pas, peut-être que... alors, qu'est-ce qui pourrait être un mouvement de bras sur du rowing, par exemple, du rowing buste penché, peut-être qu'il soulève moins que toi. Parce qu'en fait, c'est vraiment spécifique au mouvement. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu me dis, est-ce qu'on peut devenir plus fort au développé couché, au squat et au soulevé de terre sans avoir de matériel? Oui, on peut le devenir dans une certaine mesure. Maintenant, ça va devenir de plus en plus difficile et à un moment, il va falloir que tu te spécialises et donc que tu aies le matos.